Oui, comme Guillaume de Sarde l'a dit, j'avais fait en 2003 une biographie de Cocteau qui était un peu un gros morceau parce qu'elle fait 860 pages en français et plus de 1000 en anglais. Et, euh, et j'ai passé 4 ans et demi, pas avec lui, mais pratiquement en lui, parce qu'au bout d'un moment, quand vous écrivez une vie aussi riche, aussi incroyable que celle de Cocteau, et quelqu'un d'aussi poreux que Cocteau, vous entrez en Cocteau en fait. C'est pas une religion, c'est pas de la dévoration, mais c'est une proximité, une intimité un peu extraordinaire. Et j'ai fait ce livre. Bon, j'étais déjà content parce que c'était quand même un gros morceau. Mais en sortant du livre, je savais que j'avais beaucoup dit, mais que j'avais certainement pas tout dit. Et ce qu'il y avait dedans, peut-être de plus extraordinaire, c'est cette aptitude chez lui, qui est extrêmement rare chez un créateur de ce niveau et de cette singularité, de cette originalité, cette aptitude je dirais, à créer des formes de couple artistiques. Pas juste des amitiés artistiques, ça c'est normal, c'est courant et c'est pas exceptionnel. Pas juste des collaborations, comme ça arrivé à nombre de créateurs, précisément dans les années 10, des ballets russes, quand ici à Monte-Carlo, mais évidemment à Paris, des peintres, des écrivains, des poètes, des costumiers, des acteurs, des danseurs, des chanteurs travaillaient ensemble, parfois pendant des mois, à la préparation de ballets et de pièces de théâtre. Mais une sorte d'épousailles qui est vraiment très propre à Cocteau et dont je ne vois pas beaucoup d'autres exemples dans l'histoire de la création. Je vais essayer d'être un peu plus concret et évidemment je vais en arriver assez vite à Picasso et à lui, mais j'avais déjà fait il y a 10 ans un peu le même exercice, donc qui était sortir une petite côte de ce gros Adam originel qui était ma biographie, en l'occurrence la côte qui concerne Proust et Cocteau, qui ont vraiment où tous les deux avaient cette aptitude de mimétique, non seulement à s'intéresser à l'autre, mais à entrer en l'autre, et avec l'idée quand même en partie de le dévorer, de lui prendre quelque chose, mais de comprendre aussi quelque chose. Et je dirais qu'il y a ça régulièrement dans la vie de Cocteau. Et ça, c'est vraiment étrange et c'est vraiment exceptionnel. Donc du coup, voilà, 10 ans après ce Proust contre Cocteau, qui m'avait valu vraiment de la chaleur, et j'étais surpris parce que même les Proustiens, c'est quand même une famille très solide, très sévère, très armée, a priori toute puissante. Je ne sais pas comment on peut s'appeler ça, les cocktailiens ne pèsent pas lourd à côté. Mais les Proustiens ont adoubé le livre, ce qui m'avait touché, parce que c'est quand même pas facile de les convaincre. Alors que, bon, je suis pas un dévot de Proust, pas plus de Cocteau d'ailleurs, et certainement pas plus de Picasso non plus. Mais ça m'avait touché de voir. Et je voyais que ce couple fonctionnait, Proust-Cocteau, voilà, je me suis dit Picasso, il est évident que c'est aussi un couple Picasso-Cocteau. Alors pour le dire concrètement, l'histoire commence objectivement en 1915, quand Cocteau, en pleine Première Guerre mondiale, a l'idée d'écrire un ballet qu'il veut soumettre à Diaghilev, au ballet russe, et qui, je dirais, illustrerait, rendrait public d'une certaine façon sa conversion avant-gardiste, parce que, bon, vous le savez sans doute, le tout jeune Cocteau, à 15, 16, 17 ans, est un page d'Anna de Noailles, et donc appartient à une littérature, une poésie qui est une bonne poésie, mais qui évidemment aujourd'hui nous paraît très datée, et qui, à l'époque, à partir de 1914-1915, est vécue comme appartenant au 19e siècle. Et donc Cocteau, qui est extrêmement sensible, qui a des antennes extrêmement aiguës, comprend qu'il ne peut pas vieillir enfin vieillir, il n'a même pas 30 ans, mais enfin il ne peut pas continuer dans cette esthétique qui sent le 19e siècle. Et donc il va chercher Picasso, à l'atelier de la rue Schœlcher, pour lui proposer de travailler avec lui un ballet. Et Picasso ne sait pas très bien qui est Cocteau. Cocteau sait qui est Picasso, parce que Picasso n'est pas connu au sens public du terme, mais par contre il est repéré par la presse parisienne, et surtout la presse artistique, celle qui rend compte de la peinture, des salons de peinture, comme étant l'incarnation du cubisme qui n'est pas populaire à ce moment-là.
Donc il est un peu un repoussoir, qui intrigue et qui intéresse, parce on comprend bien qu'il est le porteur de quelque chose, mais il n'est pas une vedette, il n'est pas une notoriété, il ne gagne pas d'argent, il ne vend pas ses toiles, excepté à quelques rares tout premiers collectionneurs. Donc c'est une rencontre où, je dirais a priori, c'est Cocteau qui a quelque chose à gagner, puisqu'il cherche à avoir cette caution avant-gardiste que Picasso peut lui apporter. Mais Picasso, qui est tout sauf bête, voit très bien que ce jeune homme parisien qui connaît absolument tout le monde, qui a des connexions absolument des deux côtés, rive droite, rive gauche, qui est en train d'opérer sa mue avant-gardiste, peut lui proposer quelque chose. Et il propose quelque chose qui est très concret, c'est que c'est les ballets russes derrière, c'est Diaghilev. Et Diaghilev, c'est un pied dans le monde ancien, un pied dans le monde nouveau, parce que les ballets russes ont déjà quelques années, ça a été un grand choc esthétique, mais ils commencent déjà eux-mêmes à devenir un peu historiques, parce que c'est des reconstitutions orientalisantes, slavisantes, c'est des décors quand même fastueux mais chargés, et l'avant-garde est en train d'épurer tout ça. Donc Picasso voit aussi qu'il y a quelque chose il y a peut-être quelque chose à prendre là. Et le ballet, il n'y a jamais touché, il ne va pas au théâtre, la musique, il ne la connaît pas très bien. Je pense que je choquerai personne ici, les quelques picassiens qui sont là. En tout cas, c'est pas César Ier. La danse déjà plus, mais je dirais pas qu'il est familier non plus du ballet. Il ne sort pas tous les soirs au théâtre voir des ballets. Et il se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. D'abord parce qu'il aime essayer, il aime se réinventer, il aime se renouveler, qu'il commence à se lasser quand même du cubisme pur et dur, qu'il a envie de faire autre chose. Et donc se crée une espèce d'amitié qui n'est pas une amitié amicale, je dirais. C'est une amitié de projet, comme souvent entre créateurs. C'est Cocteau qui est demandeur, c'est clair. C'est Picasso qui le fait attendre. Mais assez vite, l'espèce de défiance de Picasso, qui regarde cet animal parisien comme ça très, très vif, laisse place quand même à une certaine admiration, parce que ça va vite avec Cocteau, ça fuse, il y a beaucoup d'idées, il y a des formes, il y a des propositions, c'est audacieux, c'est pas scolaire, c'est pas banal, c'est pas théorique, c'est pas militant, c'est pas trop sérieux non plus. Et il a envie d'élargir l'espace artistique et social aussi. Et le couple se forme. Alors c'est un couple inégal. C'est en général Cocteau qui va chercher Picasso. C'est Cocteau qui a des idées à soumettre à Picasso. Picasso s'arrange toujours pour n'être jamais demandeur, même quand il demande. C'est sa politique, je dirais, c'est sa nature, mais c'est devenu très vite une politique. Et le ballet va devenir Parade. Je pense que vous avez tous évidemment entendu parler de Parade. C'est un ballet vraiment, on peut dire, c'est le premier ballet avant-gardiste, explicite, qui va être joué sur une grande scène parisienne, le Théâtre du Châtelet, qui est quand même la salle la plus profonde de Paris. Et en pleine offensive, nouvelle offensive allemande en 17, c'est-à-dire qu'il y a à 150 km de Paris des milliers de poilus qui meurent toutes les heures. Et le ballet ne veut rien dire. Et le ballet dit qu'il ne veut rien dire. Picasso, Cocteau, qui ont eu beaucoup de désaccords, Satie, qui écrit la partition musicale aussi, étaient d'accord, en tout cas sur un point. Parade ne veut rien dire. Parade, c'est le non-sens, c'est le début c'est du pré-dadaïsme, on peut dire. C'est de l'avant-garde pure et dure, légère, comique, pas punitive. Mais alors vous connaissez sans doute l'argument, on est sur les grands boulevards parisiens où il y a tous les théâtres réunis. À l'époque, il n'y a pas encore la place de la République. C'est une ligne continue de théâtre. Et tous ces théâtres ont une espèce d'avant-poste avec une galerie où les acteurs, les prestigitateurs, les magiciens, les équilibristes présentent un petit avant-goût pour faire rentrer le public. Et l'idée, c'est de montrer une minute, un peu comme la foire à la fête foraine, quoi. Non, et là, l'idée qu'a Cocteau, avalisée par Picasso et Satie, c'est qu'en fait, le spectacle, ça sera cette espèce de zakouski, quoi, de petit apéritif, appetizer. C'est un appetizer. Il n'y aura pas de spectacle, c'est ça, l'appetizer et le spectacle. Ce qui est typiquement dans la logique avant-gardiste que vous allez retrouver après dans des ballets comme Relâche, dans toute cette
quand même dérision de la forme classique avec une première partie, un entracte, une deuxième partie, une troisième partie. Et ça agace quand même une partie du public pour des raisons esthétiques, puisque ça ne raconte plus grand-chose, parce qu'on a l'impression d'une bouffonnerie. La musique de Satie est considérée encore comme loufoque et en partie alcoolisée. Le décor de Picasso est quand même très fortement marqué par les mannequins futuristes qu'il a vus à Rome, parce que Cocteau l'a amené à Rome pour préparer les décors via Margutta, juste en dessous de la Villa Médicis, dans cette rue où il y a encore beaucoup d'ateliers, même si c'est plus des très grands peintres qui y sont, c'est plutôt des riches étrangers qui ont repris tous ces lieux, comme la moitié de Rome. Et Parade va quand même faire son effet et marquer le coup, parce qu'il y a derrière évidemment la guerre et ce non-sens qui en période de paix serait sans doute passé, aurait agacé des critiques musicaux-classiques, des ballettomanes formés. Là, tout d'un coup, devenait insupportable parce qu'il y avait des soldats qui mouraient à 1 heure de route de là. Et donc, cette dérision était très difficile, insupportable pour la presse. Pas seulement nationaliste, mais simplement, oui, même patriote ou simplement classique. Voilà. Donc, ça a fait un très grand bruit. Satie s'est insulté avec un critique et Satie a été mis en prison pendant quelques jours pour insulte. Picasso avait l'habitude d'être insulté, donc pour lui ça ne changeait pas grand-chose. Cocteau quand même en a pris pour son grade. Ça a mis un temps avant de devenir le ballet de référence de l'avant-garde. Ça s'est imposé au fur et à mesure, fin des années 10, début des années 20, au mesure des reprises. Mais ça les... Et d'une certaine façon, je dirais, tout bascule dans la vie de Picasso à un moment de Parade. Parce que, donc, Cocteau, comme je vous l'ai dit, l'entraîne à Rome, où Diaghilev travaille les ballets russes, il répète un autre spectacle qui doit être donné à Rome. Donc, ils travaillent via Margutta, ils se promènent dans Rome, ils vont à Pompéi, ils vont à Naples, ils sont éblouis par ce qu'ils voient à Pompéi et à Naples. Et Picasso, qui n'a pas un grand tropisme, je dirais, pour la peinture italienne, il ne la mésestime pas, mais ce n'est pas ça qu'il met le plus haut dans sa hiérarchie. Quand même est très impressionné par la vie populaire de Naples, la vie populaire de Rome, qui était encore une ville populaire, la vie morbide de mon pays, magnifique. Et ce séjour-là, quand même, va le marquer, parce que alors là, c'est quand même assez un consensus chez les gens qui écrivent à propos de Picasso. Ça va quand même marquer cette période dite néo-ingresque ou du retour à l'ordre, du néoclassicisme, enfin on peut l'appeler comme on voudra, mais qui est effectivement, même si c'est pas tranché dans le temps aussi nettement, même s'il continue à faire des dessins ou des tableaux cubistes ou post-cubistes, il y a quand même, on sent bien que là, la Méditerranée antique, classique, romaine, gréco-romaine, puisque Naples est grecque plus que romaine, va frapper très fort. Et troisième clé dans la vie de Picasso, il rencontre là-bas une danseuse des ballets de Diaghilev qui s'appelle Olga, qu'il va épouser. Et la conjonction du succès de Scandale de Parade, de la découverte de l'Italie, de la Méditerranée, pas de sa Méditerranée à lui, mais de la Méditerranée italienne est quand même différente, et d'Olga vont bouleverser sa vie. C'est quand il rentre à Paris, c'est plus tout à fait le même homme. Tous ses amis historiques du bateau Lavoir l'avaient dit avant, ils vont le changer, il ne sera plus le même homme. Et de fait, il a commencé à devenir un autre homme. Il est devenu le mari d'Olga. Il est devenu un homme connu. Le succès de Scandale, c'est avant tout à Picasso que ça a profité. Sa cote a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Il commence à sortir du ghetto post-cubiste pour devenir un peintre sur lequel des gens commencent à avoir un œil et, je ne dirais pas spécule, mais parie sur l'avenir d'eux. Donc c'est un moment très décisif. Et alors Picasso n'est pas le roi de la gratitude, mais il ne l'oublie pas, ça. Il sait que quand même Cocteau a été pour quelque chose comme ça. Et quand même, il vient habiter dans le 8e arrondissement à 150 mètres de la rue où Cocteau habite avec sa mère à la Madeleine. Donc il passe rive gauche
après être descendu de Montmartre à Montparnasse, il repasse rive gauche, mais une rive gauche extrêmement bourgeoise, avec marchands d'art. Bon, la Madeleine, je n'ai pas besoin de vous décrire le quartier. Donc c'est quand même une transformation très, très impressionnante. Donc il y a, et je dirais ce jeu-là de je te suis, je te prends quelque chose, je viens habiter ton quartier, va courir tout le long de leur vie et de leur amitié qui dure pratiquement un demi-siècle. Alors il y a des hauts et des bas. C'est en général, je vous l'ai dit, c'est Cocteau qui tape à la porte de Picasso, qui est demandeur. Picasso, néanmoins, sait assez bien quoi faire de Cocteau, puisqu'il en fait son poète lauréat. Vous le savez sans doute, Picasso avait envie, aimait être commenté, critiqué au sens plutôt positif en général, et accompagné par non seulement des écrivains, mais des poètes. Et il a toujours eu, de ce point de vue-là, un très grand discernement. Ça a été Max Jacob le premier, ça a été Apollinaire ensuite, ça a été Cocteau, ça a été après Éluard, ça a été à nouveau Cocteau dans les années 50. Mais il avait quand même un grand sens de ce qu'était la poésie, de ce qu'était la littérature et de ce que c'était surtout une critique d'art, comme aujourd'hui, je dirais, on aurait beaucoup de mal à en retrouver, parce que la critique d'art aujourd'hui se passe d'écrivains et elle va chercher plutôt soit des théoriciens de l'art, soit les artistes eux-mêmes en fait qui deviennent leur autopromoteur conceptuel, leur auto-commentateur, leur autocritique, mais on est un peu en boucle. Picasso est encore dans un monde où il y a encore cette synergie qui a été très forte à la fin du 19e, début du 20e, entre écrivain et plasticien. Et là, il a fait le bon choix, parce que Cocteau est quelqu'un qui a vraiment un sens plastique remarquable, qui a vraiment un œil. Et je pense que l'exposition que vous voyez là le confirme. Il a un œil à tous les niveaux, hein, pour le dessin, pour la peinture, pour le décor, pour le costume, pour pratiquement tout, y compris la musique. Alors il n'a jamais composé, mais il comprend la musique. Il a travaillé beaucoup avec les musiciens du groupe des Six. Donc il a vraiment cette aptitude quasi universelle d'entrer en contact créateur avec pratiquement toutes les disciplines. Et Picasso, d'une certaine façon, il y a un peu de ça, même si, je vous l'ai dit, la musique, le ballet au départ, c'est pas exactement... Quoique le ballet, ça lui plaisait, donc c'était peut-être plus facile. Mais Picasso, finalement, lui aussi va se révéler pendant la grande crise où son mariage avec Olga commence à battre de l'aile très, très violemment. Et il y a un début de procédure de divorce, là je vais aller un peu vite, c'est compliqué, mais qui fait que les juges prennent la décision de fermer ces ateliers. Là, j'avance un petit peu dans le temps, on est dans les années 30, et pour la première fois de sa vie, je pense pratiquement l'unique fois de sa vie, il ne travaille plus, il ne peint plus, alors que c'est une machine de production absolument inouïe, incroyable, jour et nuit, dimanche, lundi, mardi. Les vacances chez Picasso, on travaille simplement ailleurs, à Royan, on se déplace, mais on continue de travailler. Et là, il ne travaille plus parce que les ateliers sont fermés par la justice. Et là, il y a vraiment une période de déprime, et il s'en tire en écrivant. Et quand même, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on ne dirait pas un poète spontanément, on dirait plus le mot pour Cocteau, c'est pas une nature de poète, si on peut utiliser des clichés aussi gros. Mais Picasso se révèle un poète extrêmement abondant. Je ne sais pas si vous avez vu le volume en quarto de la poésie de Picasso, c'est 1000 pages. Et c'est presque quotidien, et c'est d'une abondance incroyable. Alors après, il recommence à peindre. Mais donc, vous avez face à face polycréateurs qui ne cessent de chercher dans des dimensions, des esthétiques, des formes différentes, et qui s'observent, s'agacent, se jalousent, parce qu'ils se voient se prenant à l'un l'autre des choses. Et il est évident que Cocteau va prendre des choses à Picasso. Cocteau est un bon dessinateur. Cocteau est un inventeur de formes. Évidemment, Picasso est un peintre, c'est même pas la peine de comparer là-dessus. Cocteau n'a peint que, je sais pas, 5, 6, 7 tableaux. C'est rien à côté. Mais quand même, toute leur vie, ils vont se regarder. Et Picasso, même dans le monde plastique, pouvait parfois regarder ce que faisait Cocteau. Et parfois même, Cocteau trouvait des dessins qu'il croyait de lui chez Picasso. Et il découvrait, c'est lui qui le disait,
mais je pense que c'est pas faux, que c'était aussi des à la manière de Cocteau faits par Picasso. Alors il y a beaucoup plus d'exemples dans l'autre sens. Cocteau habite chez Coco Chanel dans les années 20 et il fait ce que Picasso lui-même faisait très volontiers. Quand on lui passait une maison, ben, il commençait à peindre les murs. Et quand il habite, il est hébergé par Coco Chanel dans les années 20, je crois, 23, 24. Il couvre les murs d'une fresque, c'est du Picasso. Et la grande fierté de Cocteau, c'est quand Picasso arrive là un jour, Picasso signe ce Picasso est de Cocteau. Donc il aurait préféré que Picasso signe littéralement Picasso. Et il y a ce jeu de miroir, il y a ce jeu d'intrigue entre les deux qui est constant, qui est en partie, je dirais, le fait de la volonté de Cocteau d'entrer dans l'intimité de Picasso, de comprendre comment ça marche Picasso, parce que c'est ce qui fascinait tout le monde, mais Cocteau tout particulièrement. Comment ça marchait un Picasso, comment ça fonctionnait, comment les formes s'associaient en lui ou se dissociaient, comment ça se déstructurait tout en se restructurant. Il a été obsédé par ça. Une extraordinaire abondance de textes, parfois d'une grande intelligence, parfois d'une sophistication affolante, pour essayer de comprendre le mécanisme Picasso, le fameux mystère Picasso qui va donner lieu. Et il le filmait déjà depuis les années 10. Comprendre comment ça s'enchaîne dans la main de Picasso. Et ça, c'est quelque chose qu'ils avaient en commun. Parce que dans le film Le mystère de Picasso, de Clouzot, vous vous souvenez peut-être qu'il y a cette espèce d'écran transparent qui permet de voir la main de Picasso tracée et transformer presque à volonté un corps de femme en tête de taureau, et puis en faire un palmier, et puis à l'infini. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils avaient en commun, parce que Cocteau a toute l'esthétique, et même ici on peut le sentir dans l'exposition, l'esthétique de Cocteau est une esthétique je dirais, de la bobine de fil. C'est comme s'il y avait en Cocteau une sorte de bobine qu'il pouvait dérouler, et de ce fil, il peut en tirer des lettres pour un poème, pour la graphie d'un poème, il peut en tirer aussi un dessin, il peut en tirer aussi le début d'un costume, des boutons, des guêtres, il peut en tirer un décor. Il y a cette espèce de fil continu. Vous connaissez sans doute les sculptures en débours-pipe de Cocteau, qu'on voit en partie dans le Sang d'un poète. Le débours-pipe, c'était d'un métal mou, je crois du laiton, qui servait à curer les pipes, à l'époque où les gens fumaient la pipe. Et Cocteau avait trouvé ce métal extrêmement souple, qu'il utilisait comme un fil aussi. Donc il faisait des sculptures d'air, qu'on pourrait dire aussi inspiré en partie de ce que Calder faisait à l'époque, mais avec quand même sa technique à lui, et ses visages en creux. Et ça, c'est quelque chose qu'il partage avec Picasso. Donc ils s'observent, ces deux laboratoires concurrents, parfois agacés, irrités. Quand Picasso voit que Cocteau limite trop littéralement, il est foudrage et il le dit à tout le monde, il dit c'est pas possible, il m'a toujours copié, j'en peux plus. Mais lui-même allait lui prendre des choses à Cocteau. Et ce que je trouve beau, au-delà de l'anecdote, je dirais, psychologique entre les deux hommes, c'est qu'il révèle une chose très profonde de la création pour moi, qui est que la création, elle ne se nourrit pas fondamentalement, en tout cas pas majoritairement de la vie réelle, elle se nourrit d'autres créations. C'est-à-dire que c'est l'art qui nourrit l'art, beaucoup plus que la vie directement. En tout cas, à ce niveau-là de formalisation, de conceptualisation, on a affaire à deux grands plasticiens. On n'a pas affaire à des réalistes, c'est pas Émile Zola et je dirais pas Cézanne, parce que Cézanne n'était pas un réaliste. Mais enfin, si on prenait un peintre réaliste de la fin du 19e, comme Proust en aimait, on n'est pas à ce niveau-là. On est à un niveau d'élaboration beaucoup plus supérieur, beaucoup plus élevé. Et ils se prennent des idées, ils se cherchent, ils s'agacent, ils se volent. Et impressionnait beaucoup, en fait. Et parfois on touche physiquement les échanges de matière psychique et presque libidinale de créateurs qui sont parfois en déphase, si on peut dire, mais qui s'inspirent, qui se regardent. Alors on peut dire qu'il y a eu ça avec Matisse, évidemment il mettait Matisse très très haut, et là on dirait c'est un match à égalité, parce que Matisse est un immense peintre, c'est pas la peine de le dire, mais pas avec cette même familiarité, cette même proximité physique qu'il a pu avoir. Proximité qu'ils vont retrouver après la guerre,
quand Picasso vient s'installer à Vallauris avec Françoise Gillot, qui vient de mourir il y a, je sais pas, un mois et demi. Femme exceptionnelle, femme vraiment remarquable. Et Cocteau qui a perdu un peu, enfin, que Picasso a mis un peu à distance à la Libération, parce que Picasso, vous le savez, est devenu Cocteau, qui s'était pas plus mal comporté que Picasso pendant l'occupation, qui avait continué à travailler comme Picasso, mais qui avait quand même vu quelques Allemands pour faire jouer ses pièces à Paris, parce qu'elles étaient menacées en permanence par l'extrême droite, la presse extrême droite qui perturbait les générales. Donc Cocteau avait joué un jeu un peu plus compliqué que Picasso. Et Picasso l'a tenu à distance, parce qu'il y avait une odeur autour de Cocteau de pas résistant, quoi. Picasso n'avait pas non plus été résistant, mais il adhère au Parti communiste, le parti des fusillés. Donc il est blanchi. Donc il y a un froid, et que Cocteau va tout faire pour essayer de surpasser. Et il va en avoir une occasion sur la Côte d'Azur, tout près d'ici, parce que donc Cocteau est à Vallauris avec Françoise Gillot, et Picasso, excusez-moi, et Cocteau trouve une amie, mécène, protectrice, qui s'appelle Francine Weisweller, dont tout le monde connaît le nom, et qui va donc lui ouvrir les portes de la Villa Santo-Sospir, que vous voyez ici, photographiée, enfin reproduite. Et donc, dans l'inlassable travail de fourmi amicale de Cocteau, il y a cette idée qui va... Alors, on sent Cocteau va mobiliser tous les réseaux d'amis qui peuvent faire la navette entre les deux. J'en ai connu quelques-uns, dont James Lord, qui a écrit un très beau livre sur Nora Maar, Picasso et lui, entre autres, qui a écrit beaucoup de livres sur Gertrude Stein. C'était un GI qui avait débarqué en 1944 avec les troupes américaines. Il était dans le renseignement. Et qui s'était précipité en arrivant à Paris chez tous les génies dont il avait trouvé l'adresse, je ne sais pas où, en Amérique. Et il a sonné chez Gertrude Stein, chez Picasso, chez Cocteau, chez Balthus. Il m'en manque un, mais ça va me revenir. Et James Lord et Picasso, c'était un GI en uniforme, donc les Américains étaient évidemment plus que bienvenus en 1944. Donc James Lord est devenu intime de Picasso, et James Lord a servi aux stratégies, mais ça n'a pas tout à fait réussi du premier coup. Et il y a eu aussi un moment d'autres personnes qui ont... Et finalement, Cocteau lentement a réussi à reconquérir. Il est redevenu le poète lauréat de Picasso à la mort d'Éluard, qui avait pris sa place dans les années 24-25, au moment où les surréalistes bretons en particulier se sont rapprochés de Picasso, ont volé, alors là c'est breton délibérément, Picasso à Cocteau, et ont essayé d'intégrer Picasso au mouvement surréaliste. Picasso était inintégrable, donc il s'en est bien gardé. Mais quand même, il y avait quand même la révolution surréaliste saluait le travail de Picasso, les sculptures de Picasso. Enfin, il y avait vraiment une entreprise de cooptation du groupe breton qui était très très forte. Et donc Cocteau a beaucoup souffert, parce que là, il est clair qu'il a été éjecté. Et donc cette proximité de la Côte d'Azur à renouer des liens, à raviver des liens, et plus le temps allait, plus le temps passait, Picasso, non, je dirais pas s'isolait, parce que tout le monde allait voir Picasso, c'était la Tour Eiffel, c'était le Taj Mahal, mais des vrais liens intimes, il commençait à en avoir plus beaucoup dans les années 50, des vrais amis fondamentaux. Bon, je dirais après la mort de Braque, après, ça commençait à s'éclaircir. Il y avait Cocteau qui est increvable. Il avait essayé de le crever 10 fois, il avait fait des coups de salaud terribles, s'était moqué de lui et tout ça, mais Picasso, increvable, revenait. Et ça repartait. Et c'est reparti dans les années 50, ils sont revus énormément. On le sait parce que une partie de cette relation, et seulement cette toute petite partie, est très connue parce que les couvertures de Paris Match, on les voit suivre les corridas en Camargue, en Arles ou à Nîmes, voilà, faisait le tour du monde. On l'a su parce que Picasso a fait un peu plus que de la figuration dans le dernier film de Cocteau, le Testament d'Orphée. Mais derrière, il y a cet immense continent je dirais, d'amitié artistique et de co-fécondation qui m'intéressait de creuser dans ce livre et de faire jaillir
presque, je dirais, comme une chose exemplaire de ce qui se peut se passer entre deux créateurs qui s'estiment, qui s'admirent, qui s'énervent, qui s'agacent, qui rivalisent, qui peuvent se dire des choses extrêmement dures, parce que Picasso pouvait être très dur, mais Cocteau aussi. Cocteau pouvait être très très dur. Quand vous regardez le Passé défini, qui est son journal, qui lui sert un peu de déversoir, parce qu'il sort de Vallauris, il sort de la Californie. Parfois, il a entendu des choses très dures. Parfois, il a vu Picasso répéter la phrase fétiche de son père. J'adore mes amis quand ils s'en vont. Donc tout ce genre de traitement de choc que Picasso faisait subir à ses plus proches, pas simplement ses compagnes, on l'a beaucoup dit ces derniers temps, mais aussi ses meilleurs amis, tous ses intimes. Tous ces traitements de choc, Cocteau les encaissait, mais il y avait le déversoir du journal. Et là, dans le journal, on trouve des choses parfois très dures, parfois très injustes sur Picasso, mais très drôles, parce que le roi est nu, là. Autant Picasso, dès les années 50, est devenu, je ne dirais pas inattaquable, parce qu'il y a encore une presse académique, conservatrice, qui continue de ne pas aimer Picasso, mais ça ne se fait plus d'attaquer Picasso, ça ne se dit plus. Et peut-être un des derniers, bizarrement, c'est Cocteau dans son journal, qui tout d'un coup dit « mais c'est trop, c'est pas possible, il est devenu, c'est un idiot de génie, il ne sait plus ce qu'il fait, il ne pense plus ce qu'il dit, il est extrêmement sévère ». Mais tout ça, c'est évidemment, c'est humain, c'est les dents de scie d'un couple. Alors c'est un couple qui n'a pas couché ensemble, mais c'est un couple qui a quand même partagé beaucoup de choses, d'autant plus que Picasso était apparemment un hétérosexuel de choc, mais il avait aussi une certaine admiration pour la Palestine, et il a toujours été entouré d'homosexuels depuis pratiquement Barcelone. Et Marc Jacob, Cocteau, Apollinaire en partie, enfin un pied dehors, un pied dedans. Et il y a toujours une fascination, et Picasso est toujours très content de s'entourer d'homosexuels. Et donc il y a aussi, il admire Jean Marais, qui est très important dans cette relation. Le physique de Jean Marais. Et le physique des hommes, comme il n'en fait rien sexuellement, il dure plus longtemps, il est plus respecté. Le physique des compagnes, au bout de 3-4 ans, il finissait un peu embouilli dans les travaux. Marais n'a pas été sacrifié, n'a pas été sacrifié. Donc il y a aussi de l'ambiguïté dans cette amitié-là. Et peut-être, j'en terminerai là-dessus, je ne voudrais pas être trop long. Ce qui est touchant dans cette histoire, c'est que ce sont deux enfants prodiges, indéniablement extrêmement précoces l'un et l'autre. Cocteau, à 18 ans, est connu de tout Paris. Ses poèmes sont lus par Demax, qui était l'équivalent masculin de Sarah Bernhardt dans les plus grands théâtres des Champs-Élysées. Picasso, vous le savez, est très précoce aussi. Mais ils sont tous les deux fils de peintres. Ils ont vu un père, ils ont grandi avec un père. Alors, Picasso, c'était un peintre qui peignait, qui était professeur, donc, qui formait des copistes dans les grands musées espagnols, et qui était un peintre, et plutôt un bon peintre. C'était ma surprise l'année dernière au musée Picasso, quand on a vu une très grande toile du père, que j'ai trouvé, enfin, c'est dans une peinture historique, effectivement plutôt académique, mais plutôt de bonne qualité. C'est pas du tout un mauvais peintre, c'est un peintre inabouti, inaccompli. Et donc Picasso a eu un modèle à l'âge de 6-7 ans, quand il commence à dessiner, qui lui a appris son direct à un monde artistique en général est inatteignable pour la plupart des gens. Même les enfants les plus privilégiés, oui, au mur de leurs parents, il y aura peut-être un tableau ou deux, mais un tableau ou deux, c'est pas pour dans la peinture. Quelques livres, c'est pas pour ça que vous allez rentrer dans l'écriture. C'est un mur de verre extrêmement épais, en général, qui sépare l'enfant de ce qu'il admire, parce que ce qu'il admire est totalement ou sacralisé ou figé, mais n'est pas accessible. Or, Picasso et Cocteau ont eu ce privilège que je trouve assez merveilleux, c'est d'avoir un peintre, deux pères qui étaient des peintres inaboutis, insatisfaisants. Donc pas de trop bons peintres non plus. Alors celui de Cocteau n'était même pas un vrai peintre, c'était un aquarelliste qui faisait des portraits de famille, mais toute la journée de son chevalet. Et le fait qu'ils étaient inaboutis, que ce n'étaient pas des peintres qui ont pris leur carrière au sérieux, celui de Picasso était quand même était allé plus loin, leur a donné de l'espace pour se dire je pourrais faire pareil, mais je pourrais aller plus loin. Et toute leur vie, et toute leur histoire, et l'acharnement de Picasso à travailler jusqu'à 90 ans, l'acharnement de Cocteau à travailler jusqu'à la troisième crise cardiaque qui l'emporte,
C'est-à-dire, c'est possible de faire comme mon père, mais il faut faire mieux. Parce qu'il ne faut pas être un amateur, il ne faut pas être à moitié, il ne faut pas être, comme disait Proust, un célibataire de l'art, c'est-à-dire côtoyer l'art, il faut y aller complètement. Et en spectateur, c'est très bien d'aller au musée, c'est très bien de lire des livres, mais il ne faut pas. Et là, ils ont une détermination, et là, je pense qu'ils se reconnaissent, et je pense que leur estime réciproque vient de là. C'est qu'ils savent le prix à payer à tout ça. Picasso, qui a des phrases fulgurantes en général, mais sur lui-même, peut-être les plus belles phrases de Picasso, c'est sur lui-même, quand il dit dans les années 50, 60, tous ces gens qui m'admirent, tous ces gens qui frappent à ma porte, tous ces gens qui m'attendent pour avoir une signature, pour que je griffonne sur leur dos. Mais s'ils savaient la vie que je mène, mais pour rien au monde, ils m'attendraient. C'est une vie horrible. Alors, c'était les périodes de déprime de Picasso qui étaient lourdes. Mais il ne disait pas, c'était pas du cabotinage. C'est des vies rudes quand même, c'est des vies de compétition extrême, c'est des vies d'endurance extrême, de fatigue extrême. Et je pense que tous les deux s'estimaient par cette aptitude à survivre, y compris aux coups, aux périodes de mésestime. Cocteau en a eu beaucoup plus que Picasso. Je dirais après les années 20 quand même, ça se tient. Il y a l'occupation qui est délicate pour lui parce qu'il n'est pas français, donc il est à la merci quand même des occupants allemands. Mais artistiquement, je dirais quand même, il a une carrière extrêmement, on pourrait dire, moyenne des carrières, même des meilleurs peintres. Mais c'est quand même un effort permanent, c'est la peur d'être à un moment démodé, oublié, contesté, ringardisé. C'est un combat gigantesque, c'est un combat d'un demi-siècle et un peu plus pour Picasso. C'est un combat de 70 ans pour Picasso et de 55 ans pour Cocteau. Donc là-dessus, ils ont quelque chose d'assez extraordinaire et cette amitié-là n'est pas par hasard. Même si c'est plutôt Cocteau qui l'a voulu, ils ont reconnu quelque chose. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Il y a quelques questions dans la salle, peut-être ? Voilà, souvent sûrement posé une question. La dernière entrevue, la dernière fois qu'ils se sont vus tous les deux, il y a une trace, soit dans le journal de Cocteau. Dans le passé défini, mais est-ce que c'est vraiment la toute dernière fois? En tout cas, il y a une dernière entrée consacrée à Picasso dans le passé défini de Cocteau. C'est la dernière année, c'est dans le dernier volume. Là, de toute façon, dans le passé défini, Picasso est omniprésent. À une période un peu comme ça, on voit que ça monte, ça descend, mais ils se sont vus vraiment jusqu'au bout. Et Picasso dit à la fin, mais Cocteau c'est le dernier ou Cocteau c'est le seul en fait. C'est le seul avec qui il a une impression d'avoir une relation, sinon d'égal à égal, en tout cas d'alter ego, quoi. Et puis avec tout ce passé, parce qu'ils avaient ce passé quand même invraisemblable. Quand on regarde ces deux musées, deux cinémathèques, deux bibliothèques vivantes, quoi, parce que d'avoir commencé avec les ballets russes d'Diaghilev, donc qui est pratiquement le tout début du XXe siècle, peut-être même la toute fin du XIXe siècle, et puis se retrouver à l'époque de Johnny Hallyday et des soucoupes volantes, il y avait quelque chose d'un peu vertigineux. Donc quand ils se voyaient, c'était d'ailleurs un festival qui amusait beaucoup les enfants de Picasso et les enfants de Francine Weisweiler, parce qu'ils étaient capables d'imiter tout le monde. Cocteau imitait merveilleusement à la fois Proust, Satie, Picasso. Picasso faisait des shows, se transformait en vieille dame américaine. C'était des numéros presque de clowns, quoi, de clowns qui revisitaient leur jeunesse et toutes leurs années. Donc il y avait quelque chose d'un peu vertigineux, parce qu'ils avaient un savoir, une mémoire un peu phénoménale. Et puis ils avaient connu vraiment tous les plus grands, de Stravinsky à Genet pour Cocteau. Donc je pense que ça devait leur donner une sorte de petit vertige quand même
d'être chargé de tout ça, et néanmoins, tous les jours, il fallait se lever, ressortir les gouaches, reprendre les tapisseries, dans le cas de Cocteau, retoucher quelque chose à Santo Sospir, retravailler, remettre le couvert. Parce qu'il y avait cette espèce de vertige d'être quand même des êtres néanmoins fragiles, même si Picasso donnait l'impression d'être un bloc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a du Picasso dépressif, il y a du Picasso qui pleure, il y a du Picasso François Gillot trouve effondré, disant j'en peux plus, je vais me tuer, c'est pas une vie. Donc il y avait aussi cette dimension de fragilité qu'il connaissait, il se connaissait bien l'un et l'autre. Picasso connaissait très bien les fragilités de Cocteau, elles n'étaient pas difficiles à voir, mais Cocteau connaissait aussi très bien les fragilités de Picasso. Donc il y a de la matière humaine quand même qui est, malgré la dureté de la relation parfois, oui. Mais la date exacte, je ne pourrais pas vous dire, mais si on regardera le... Picasso avait dit à Santo Sospir, à Cocteau, enfin c'est une ligne qui est très connue, hein, que si on peint un mur, il faut peindre tous les murs. Est-ce qu'il avait dit ça pour motiver Cocteau? Et est-ce qu'il respectait Santo Sospir comme un lieu, comme une masterpiece de Cocteau? Ou vous pensez que c'était... Picasso avait dit à Cocteau, à Santo Sospir, que quand on peint un mur, il faut peindre tous les murs. Est-ce que c'était pour le motiver, ou vous pensez qu'il avait voulu travailler aussi sur ce projet? Picasso. Alors autant le rêve de Cocteau, c'était de signer à quatre mains quelque chose avec Picasso. Il aurait adoré signer une grande toile, Picocteau ou Coctasso. Ça aurait été pour lui, ça aurait été l'aboutissement. Picasso là-dessus était un renard, donc n'est jamais allé jusque-là. Il a tourné, il l'a laissé espérer, mais il n'a jamais... Donc Picasso n'aurait jamais collaboré à un travail de cette ampleur, en plus de Cocteau, à la Villa Santo Sospir. Par contre, ce qui est certain, c'est que, comme je vous l'ai dit, quand Cocteau fait les fresques sur les murs de Coco Chanel, il y a cette idée qu'il a prise à Picasso, ça c'est presque sûr, mais qui après est devenue une sorte d'antienne, parce que beaucoup de gens ont fait ça, et Matisse aussi s'est mis à décorer des chapelles, à occuper des lieux complètement. Donc c'est une chose de l'époque, quoi. C'est-à-dire c'est une chose de l'époque, quoi. Un peintre qui s'empare d'un lieu et se l'approprie, comme disait Cocteau à Santo Sospir, tatoue les murs avec sa propre griffe, quoi. Laisse sa griffe dans les murs. Ça, c'est une chose du moment. Est-ce que même ça appartient à Picasso spécifiquement? Je pense que c'était... et vous avez ça au moment de l'Art Nouveau, Art and Craft, où tous les créateurs ont pour ambition d'entièrement occuper un lieu, de l'ampoule jusqu'au parquet. Et je pense que c'était dans l'air du temps, même si effectivement Picasso avait plus de moyens que la moyenne pour investir une villa, une maison, certainement. Merci beaucoup. Peut-être vous demander de parler de la période d'habitation de la Villa Santo Sospir par Cocteau et peut-être l'ensemble des gens qui vivaient avec lui, avec eux à cette époque, si vous avez l'occasion de vous appesantir un peu là-dessus, puisque c'est l'objet de l'exposition, de la période de la vie de Santo Sospir. Merci beaucoup. La vie à Santo Sospir, c'était un peu une sorte de rêve éveillé pour Cocteau. Si vous avez eu le temps de regarder l'exposition, sinon prenez-le. Vous voyez qu'elle tourne autour du thème du sommeil, thème qui est très important chez Cocteau, peut-être même encore plus que le rêve, qui était plutôt peut-être ce qui occupait les surréalistes. Cocteau s'occupe du sommeil et de ce qu'il perçoit des gens qui dorment, et en particulier de ses amants, compagnons ou de ses proches. Et la Villa Santo Sospir, de ce point de vue-là, est un accomplissement, pas simplement parce que le thème du sommeil apparaît sur tous les murs, mais parce que c'est une maison totalement
est-ce qu'on peut dire hanté, parce que tout le monde fume l'opium là-dedans, tout le monde, du soir au matin. Francine Weisweiler, Jean Cocteau, Doudou d'Hermite, son compagnon, qui est par ailleurs aussi l'amant de Francine Weisweiler, et tout le monde fume. Donc, et l'opium est quand même une drogue, maintenant, qui circule très peu en Occident, mais qui à l'époque circulait encore pas mal. L'Indochine était encore française, et donc ça revenait par les marins de retour de Saïgon. Et c'est une drogue qui crée quelque chose de très très particulier par rapport aux autres drogues. C'est pas un psychotrope, vous n'avez pas d'hallucination, mais vous baignez vraiment dans un climat de pré-onirique, de pré-sommeil, dans un temps qui est complètement distendu, et des perceptions qui sont à la fois ouatées et extrêmement exagérées. Et c'est un peu une maison de contes de fées pour Cocteau. Et c'est un peu, comme vous savez, les contes de fées ont beaucoup inspiré Cocteau, son univers. Et c'est un monde où tout le monde, quand je vous parlais de ses rêves d'épousailles créatrices, de mariage esthétique, et ben là, il y est arrivé complètement, parce que il peint, il dessine, il fait ses céramiques qu'il va faire cuire à Valoris chez les personnes qui s'occupent des céramiques de Picasso. Mais Doudou aussi, Doudou d'Hermite, son compagnon, qui était mineur quand il l'a connu, un mineur slovène qui travaillait dans les mines de l'Est de la France, qu'il a sorti de la mine et dont il a fait son compagnon, le jardinier, puis bientôt l'amant de Francine Weisweiler. Donc Doudou d'Hermite se retrouve aussi à peindre. Et Doudou d'Hermite est un peintre naïf, c'est pas un grand peintre, mais c'est pas non plus... voilà, si on oublie les critères muséaux esthétiques du XXe siècle, ça a un certain charme. Et donc il peigne, il s'entrepeigne, Cocteau vient un peu le corriger, Cocteau lui tend la main, et Doudou à son tour va apprendre à Francine Weisweiler, qui est, vous le savez sans doute, qui était l'héritière qui avait épousé l'héritier de la Chelle, et qui était donc extrêmement riche, qui n'avait évidemment pas besoin de travailler, mais qui du coup n'avait pas été désoccupée. Donc elle-même s'est mise à apprendre à peindre. Donc tout le monde s'est mis à peindre. Dans cette espèce de climat merveilleux de l'opium, où tout le monde est merveilleux, tout le monde s'adore, il y avait une espèce de... C'était presque... Ce qui mettait d'ailleurs parfois Picasso hors de lui, parce qu'il voyait Cocteau arriver en disant « Mais qu'est-ce que tu as pensé du dernier tableau de Doudou ?» Alors en général, il n'y avait pas de réponse. Et puis... Et donc Cocteau, pas frustré de voir que le talent de Doudou n'était pas reconnu, faisait monter les enchères, mais il lui dit, un jour, il était allé quand même lui sortir cette phrase incroyable, il me disait, mais tu sais, dans son genre, c'est quelqu'un qui est plus moderne que toi. Et là, évidemment, là, c'était la fureur de Picasso, et là, c'est là où Cocteau se faisait mettre dehors et était puni de Picasso pendant 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce qu'en général, soit Françoise Gillot, soit Jacqueline Roch, qui étaient les compagnes de Picasso, travaille pour que Cocteau revienne en cours. Ce que Cocteau savait très très bien faire depuis Olga. Cocteau avait compris depuis Olga, donc depuis 1917, que pour atteindre Picasso, il fallait avoir sa femme ou sa compagne avec lui. Que sinon, la porte était fermée, qu'il n'y aurait pas de réponse, il ne répondait pas aux lettres, il ne répondait pas aux coups de fil. Il fallait que, et en général, il a formé d'excellents couples de compensation avec les compagnes et les épouses de Picasso, parce qu'elles-mêmes se protégeaient de Picasso avec le bouclier Cocteau. C'est-à-dire qu'ils s'encourageaient l'un l'autre à résister à l'ogre et à survivre à ces coups de poignard, quand même, qui étaient quand même très très rudes. Donc Santo Sospir, c'est une espèce c'est à la fois un conte de fées, par moments c'est un peu déroutant parce que c'est des vieux enfants gâtés sous opium qui peignent, voilà, chacun à sa façon, qui font des... Elle finance un film, Francine Weisweiler, qu'on voit à l'étage, hein, c'est bien à l'étage, c'est ça, je ne me trompe pas. Et c'est quand même un climat très très spécial. Et il y a le yacht qui s'appelle l'Orphée 1, puis l'Orphée 2 qui attend en bas. Vous connaissez l'endroit, sur le Cap Ferrat, et qui les amène toujours sous opium. Il y a que en général le marinier qui ne fumait pas, et le chauffeur de la Rolls qui les attendait, parce que le yacht les amenait d'ici à Gênes ou à Menton ou au Cinque Terre et en Ligurie. Et puis à un moment, il fallait quand même... le yacht, au bout d'un moment, c'est fatigant, ça tangue, donc il fallait sortir. Et la Rolls attendait, et le chauffeur de la Rolls, lui, ne fumait pas. Mais sinon, tout le monde était sous opium. Donc c'est quand même très, très particulier. C'est vraiment spécial. Mais c'est un univers
qui a du charme, qu'on voit quand même à la fois dans le film La Villa Santo Sospir que Cocteau a réalisé, mais aussi dans le Testament d'Orphée en partie. C'est tatoué par Cocteau, c'est Cocteau, quoi. C'est quand même un cas un peu extraordinaire d'un endroit qui... Alors l'endroit existait avant qu'il n'arrive, mais enfin il l'a complètement façonné à sa complètement décoré, inspiré. Donc c'est... Et bizarrement, aujourd'hui, on en parlait avec Guillaume de Sarthe, c'est un endroit qui paraît presque modeste pour la région, parce que c'est une maison, c'est pas du tout spectaculaire, c'est pas en étage. La petite, je sais pas si vous y êtes allé, mais il y a une petite descente à la mer qui est charmante, on adorerait aller trouver encore des endroits en France, sur la Côte d'Azur en tout cas, où on puisse descendre à la mer de chez soi et avoir une petite plage un peu rocheuse, mais enfin quand même. Donc je pense que ça a été un endroit pour Cocteau un peu extraordinaire. Et le pauvre, un jour, Francine Esveler, qui semblait très heureuse avec lui, puisqu'ils formaient une sorte de couple quand même mondain, parisien, au Festival de Cannes, partout. Par ailleurs, il y avait Doudou d'Hermite pour ne pas passer la nuit seule. Et puis un jour, elle a rencontré un auteur de polar, qui n'a pas laissé un grand nom dans l'histoire même du polar, mais je lis pas beaucoup les polars, mais du jour au lendemain, c'est lui, et Cocteau a dû faire ses valises, a dû partir. Et donc ça a été assez violent, ça c'est peu de temps avant la fin, donc c'est vraiment chassé du paradis là. Donc ça a été assez dur, assez violent, parce que ce nuage merveilleux, tout d'un coup, est une sorte de coup de tonnerre avec cet auteur de polar qui a pris la place. Donc c'est cruel retour de la réalité. Voilà sur Santo Sospir.